Bonjour et à vous tous et bienvenue à cette émission sur Samuel Chevaux. Madame, messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre. Nous allons parler actualité avec notre invité sur ce plateau. Vous le savez bien, nous sommes aujourd'hui le 29, justement, c'est-à-dire la fin le dernier jour, justement, du mois de février. Alors, aujourd'hui, on va parler actualité. L'actualité, c'est quoi? L'actualité, c'est tout ce qui se passe, justement, dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous savez bien, le retrait progressif de M23. La société civile qu'on a pu contacter ne nous a pas dit, nous a dit que le M23 n'ont pas manifesté cette bonne volonté de pouvoir quitter le sol congolais comme c'était prévu justement par les résolutions de l'EAC. Et c'est pourquoi, d'où on se pose la question de savoir, parce que le président français Emmanuel Macron, qui sera déjà bientôt en Afrique, qui sera en République démocratique du Congo également, lui qui soutient le processus de paix de Nairobi et de Luanda, est-ce que c'est une occasion vraiment pour qu'on puisse lui dire en face que voilà, le processus de Nairobi n'a pas tenu parce que le M23 refuse de pouvoir quitter le terre congolaise comme les différents présidents de l'EAC s'étaient convenus. Également, on va revenir sur le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la 52e session de droits de l'homme de l'ONU. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a annoncé justement que la guerre à l'Est pourrait justement hypothéquer les élections. C'est pourquoi on s'inquiète. Est-ce que Félix Tshisekedi a-t-il annoncé de manière anticipée le report des élections, comme disent les opposants? Notre invité va répondre à cette question. Il s'agit ici de Maître Mpinda Richard. Il est cadre du parti politique UDPS, également communicateur de ce qu'on appelle la méga plateforme des communicateurs au sein de l'Union Sacrée. Maître Mpinda Richard, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous. Je vois une dame à côté, je présente mes civilités parce que nous sommes, comme qui dirais-je, pendant ce mois de la femme. Donc il faille à ce que nous puissions laisser la primaire à la femme qui est une épouse, notre fille, notre sœur et notre maman. Évidemment, nous pensons que, écoutez, moi j'ai toujours dit, c'est aussi l'hypocrisie de l'humanité, puisqu'à la femme nous accordons beaucoup plus d'importance, nous la fêtons tout le temps. Mais puisqu'elle veut seulement, en dépit du fait qu'elle soit fêtée tout le temps, qu'elle puisse être célébrée en ce mois ici. Je vous souhaite une très bonne fête de la femme. Certainement, elles vont nous déranger. Mais certainement, moi, pour rire, j'aurais souhaité ne pas exister pendant ce mois-ci, parce que quand on a beaucoup de sœurs, on a beaucoup de... Je dis pas beaucoup de femmes, quand on a une épouse, quand on a une mère, ça demande à ce que l'on puisse être vraiment dérangé de part et d'autre. Voilà. Très bien, d'où je laisse la primeur de la présentation de cette émission à Madame Tania. Vous avez la parole. Alors, bonjour Maître Richard. Bonjour. C'est un réel plaisir pour moi de partager ces plateaux de Samuel Chevaux aujourd'hui. Un plaisir partagé. Je vous souhaite encore une fois, soyez le bienvenu. Merci de nous recevoir. Voilà. Alors merci, on entre dans le vif du sujet. Comme l'a annoncé tout à l'heure Nathan, que hormis les calendriers publiés autrefois, lors de rencontres entre le chef d'État de l'EAC et par ailleurs le sommet de l'Union africaine qui ont eu comme résolution le retrait progressif, donc échelonné en 3 phases, de rebelles M23 de zones occupées. La date butoir, c'était donc hier, le 28 février 2023 plutôt. Cependant, nous remarquons que selon certaines sources, les rebelles M23 n'ont pas du tout ne sont pas du tout retirés de zones occupées à ce jour. Quelle est votre lecture? Est-ce que nous devrions parler d'autres échecs de rencontres de chefs d'État qui ont vu le jour antérieurement? Votre lecture? Madame, déjà de prime abord, j'aurais souhaité que nous émettions sur la même longueur d'onde. Ce qui voudrait dire que lorsque vous dites rebelle, vous en faites un problème national. Vous dites rebelle du M23, vous en faites un problème national, ce qui impliquerait à ce que nous puissions négocier avec les rebelles, parce que nous disons que c'est une affaire qui concerne les Congolais. C'est d'ailleurs la connotation que portait le M23 durant toutes les années où ils ont créé l'instabilité à l'est de la République. Et donc, nous devons les identifier tels qu'ils le sont. Nous disons qu'ils sont un mouvement et un groupe terroriste, ce qui veut dire, en des termes beaucoup plus diplomatiques ou relationnels, que le gouvernement ne peut pas négocier avec.
Parce qu'aucun pays au monde ne peut négocier avec le mouvement terroriste. Un élément que nous devons retenir, parce que vous conviendrez aussi avec moi, que beaucoup de pays du monde ne disent pas encore mouvement terroriste, parce qu'ils savent combien la complicité, et ça va de soi. Je voudrais encore dire ici une chose, madame. Vous savez, dans cette affaire à l'est de la République, la pression doit venir de partout. Pour qu'on y arrive, vous n'êtes pas sans oublier que les intérêts qui donnent lieu à l'existence de cette guerre à l'est de la République appellent l'implication de beaucoup de paramètres, beaucoup d'aspects et beaucoup de pays. En l'occurrence, nous savons tous que les multinationales n'ont pas de nationalité rwandaise. Vous ne me citerez pas une seule multinationale qui aurait la nationalité rwandaise. Les multinationales viennent des États tels que la Grande-Bretagne, tels que la France, les États-Unis et consorts. C'est-à-dire que derrière ce qui se passe à l'est de la République, vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a une entreprise multinationale qui est installée belge, qui est installée au Rwanda. Okay? Vous n'êtes pas sans oublier qu'une multinationale qatarienne est installée au Rwanda. Okay? Ce qui démontre, installée dans le sens de raffinerie de l'or par exemple, ce qui amène à dire que nous ne pouvons pas, considérer la guerre comme étant un fait qui nous est imposé que par seul le Rwanda. Okay? C'est une réalité qui relève de l'implication de beaucoup de pays. Alors, puisque nous sommes rendus où nous sommes, je dirais tout simplement que cela implique aussi la part de la population. Vous savez, le président de la République ou la République démocratique du Congo est liée par des accords avec d'autres États. Dans le cadre de l'EAC, par exemple, nous avons adhéré au traité de l'EAC, c'est-à-dire que nous devenons membres à part entière, et cela requiert de nous que nous puissions observer le respect de ces accords-là. Maintenant, il y a une entité qui est au-dessus de ces accords, de toute forme de loi que nous avons, c'est le souverain primaire. Il faut l'implication. Aujourd'hui, nous en sommes à notre 3e raté. Moi, je ne dirais pas échec, moi je dirais raté. C'est-à-dire que nous avons pris des résolutions et ces résolutions ne sont pas respectées. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Entre raté et échec. Qu'est-ce qui différencie le chef du raté ? Alors, j'aime bien dire comme ceci. Raté, c'est que nous sommes dans un processus et que nous ne sommes pas encore arrivés à la fin. Lorsqu'on dit échec, c'est-à-dire que nous sommes arrivés au point de non-retour, que nous n'avons plus d'autres possibilités pour atteindre l'objectif que nous nous sommes assignés. Nous ne pouvons pas dire échec. Voilà pourquoi échec, nous ne pouvons pas dire on parle échec. de le respect du calendrier, justement. Voilà pourquoi j'ai dit les calendriers qui a été mis en place. Il y a raté. Pourquoi ? Parce que l'on devait exécuter et que cela n'a pas été exécuté. Puisque le calendrier est encore en place, les gens peuvent se retrouver et discuter encore. Parce que l'objectif final, c'est la paix à l'est de la République. Voilà pourquoi j'ai dit, on dit échec lorsqu'il n'y a plus de voie de recours pour accéder à l'objectif final. Il y a des ratés, tout simplement parce que nous avons un objectif à atteindre. Lors de notre cheminement, il y a des obstacles qui font qu'on n'y arrive pas. Et donc, je pense qu'il est clairement défini que l'on se dise dans telle situation, on est en échec, ou dans telle autre situation, on est en face de raté. Cependant, quand il y a autant de ratés, ça n'aboutit pas à un échec ? Pas du tout. Parce que toujours l'objectif reste le même. Nous ne sommes pas sortis de ce cadre de l'EAC. Nous y sommes encore. C'est-à-dire que nous pourrions nous retrouver dans le cadre de l'EAC, éventuellement dans le cadre de Nairobi. D'ailleurs, Macron l'a dit, qui soutenait les négociations de Nairobi et de l'Angola, de Luanda. Donc, ce qui voudrait tout simplement dire que l'objectif à atteindre demeure, n'ayant pas encore été atteint, lorsque le président Tshisekedi accéderait à la fin de son mandat et qu'il ne pourrait plus revenir. À ce moment-là, nous pourrions aussi dire que Monsieur le président Tshisekedi a échoué. Pourquoi ? Parce que l'action politique du président Tshisekedi, l'action diplomatique, l'action, j'avais déjà dit politique, diplomatique et militaire, est prévue dans une durée. C'est-à-dire qu'il est élu pour un mandat de 5 ans et il est censé apporter des solutions pendant ces mandats, dans cette durée de 5 ans. Si il arrive à 5 ans et que rien n'est fait, à ce moment-là, on dit, monsieur, vous avez échoué.
Parce que vous n'avez plus de possibilité pour accéder à l'objectif ou à la vision que vous avez quant à la situation de l'Est de la République. Non, mais pour le moment, il y a le 9e mandat que la Constitution non, excusez-moi. Justement permet au président de la République. Et tout comme Maître Richard Mbenda, tout comme le premier processus de paix de Luanda. Prenons cet exemple. S'il vous plaît. Oui. Prenons cet exemple. Le processus de paix de Luanda qui a échoué. Et d'ailleurs, le président João Lourenço l'a même reconnu lui-même. Et d'ailleurs, il était inquiet que ce processus puisse échouer et puis qu'on revienne sur un autre processus. Voilà. Vous avez dit... que cela n'est pas un échec? Excusez-moi. Vous avez dit ceci, qu'il y a eu un processus de paix. C'est-à-dire qu'on est arrivé à la fin de ces processus-là. On se rend compte que les objectifs assignés ne sont pas atteints. On dit, nous avons échoué. Mais alors, si l'on était dans la logique où nous disons processus de paix, en fait, le processus de paix en cours d'exécution, comme nous le sommes maintenant avec les différentes résolutions qui ont été prises pour que le M23 et leurs alliés, le Rwanda, puissent s'exécuter, nous dirons qu'il y a échec. Mais pour le moment, on ne peut pas le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans un processus qui n'a pas encore pris fin. Voilà pourquoi j'ai dit, et que je continuerai de dire. D'où la crainte qu'on puisse constater qu'il ne respecte pas, et cela pourrait encore nous renvoyer à un autre processus. On va commencer à nager de processus en processus, maître. Ben, vous savez, la paix n'a pas de prix. Ça, nous devions nous le dire. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a dit qu'il n'aménagerait aucun effort pour éventuellement accéder à cette paix. Il fera tout ce qu'il faut pour qu'on en vienne. C'est-à-dire qu'il a dit, il a ouvert 2 fronts. Moi, j'ai dit même 2 fronts ou 3 fronts. C'est-à-dire que vous avez le front diplomatique, militaire, et aussi celle de la mobilisation, c'est-à-dire que la population doit aussi s'impliquer. Il y a quelque chose d'important qu'il faut prendre par rapport à ça. C'est aussi nous autres que nous sortons par moments du contexte dans lequel nous sommes pour éventuellement revendiquer ce qui est, j'aime bien les dire, les avocats aiment bien les dire comme ça, superfétatoire. C'est-à-dire que nous sommes, au lieu de rester dans ce qui est fondamental, ce qui peut modifier. Et raison pour laquelle j'insiste, vous avez dit, si tout échouait, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est-à-dire que nous entamerons un autre processus, une autre étape. Lorsque nous aurions tous échoué, la probité de Tshisekedi vous dira, eh ben, moi j'ai échoué. Et je pense que nous devons attendre. Puisqu'il vous a dit, rappelez-vous, il a dit, les résultats escomptés n'étaient pas atteints. C'est-à-dire que Tshisekedi est dans une logique où il met tout le monde devant un fait accompli. C'est-à-dire l'Occident. Nous faisons partie de l'Union européenne, de l'Union africaine, nous faisons partie des Nations Unies. Mais qu'est-ce que vous faites pour nous aider à résoudre le problème à l'est de la République? Vous voyez. Et donc, lorsque le président Tshisekedi s'exprime là où il va, c'est pour vous dire, vous qui financez par exemple le mouvement rebelle M23, vous qui êtes devant voilà que j'écris tout haut, nous sommes agressés, mais ne m'en voulez pas lorsque je commencerai à faire la guerre au Rwanda. Parce que récemment, si vous ne le savez pas, lors de la première et de l'unique sommet de, comment on appelle ça, de la commission africaine des droits de l'homme, et plutôt pas de droits de l'homme, de la paix et de la sécurité, la seule unique qui a existé depuis 2001, je crois que l'Union africaine il y a eu mutation de l'Union africaine, la seule et l'unique, le président Tshisekedi a été clair à l'égard de Kagame, lorsque vous verrez que Kagame est sorti de la salle furieux, tout ça, il leur a dit ouvertement, écoutez, à un moment donné, nous n'aurons plus besoin de la paix. C'est-à-dire que nous aurons estimé que le processus de paix, c'est-à-dire que toutes les démarches entreprises pour accéder à la paix ont échoué, nous irons chercher les M23 au Rwanda. C'est-à-dire que nous aurons besoin d'échanger des régimes au Rwanda. Ce message a été clair, a été direct à l'égard de Kagame, qui était sorti de la salle furieux. En d'autres termes, pour les avertis vous diront, il a dit clairement, c'est-à-dire que j'entrerai au Rwanda et j'échangerai des régimes en place. Alors, Maître Richard, hormis déjà le chèque, comme vous voulez dire, le raté du respect du calendrier sur le retrait de M23, de zones occupées, il y a aussi la violation du cessez-le-feu qui continue de battre son plein. Alors, cette fois-ci, quelle autre stratégie pouvons-nous ou les autorités peuvent mettre en place justement toujours dans ce processus de paix, parce que vous parliez encore de processus de paix? Alors, pour y répondre, j'aurais souhaité à ce que nous puissions dire, parce qu'en fait là on a comme l'impression que la République démocratique du Congo se caractérise par un laxisme, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que les autres violent le cessez-le-feu, mais nous on est là en train de se défendre qu'ils avancent, nous les repoussons, à un moment donné on les laisse là. C'est toujours dans cette logique qui tend à démontrer au monde
nous sommes respectueux des règles. Parce que pour faire la guerre, il faut 120 étapes. Dans la Charte des Nations Unies, vous le trouverez, il faut 120 étapes. Et ici, vous conviendrez avec moi, nous démontrons d'abord que ce sont eux qui, pour que l'on ne prétexte pas que la République démocratique du Congo aurait agressé, ou pour que l'on ne prétexte pas que la République démocratique du Congo serait en violation du droit international, ok, nous disons, voilà ce qui se fait. Nous attendons une réaction de leur part. Vous conviendrez aussi avec moi que le président Tshisekedi, lors de cette rencontre du sommet de droits de l'homme organisé par les Nations Unies, le président Tshisekedi a fait une déclaration pour dire que nous étions agressés une fois de plus. Les autres vous diront qu'il a pleurniché comme d'habitude. Non, il a rappelé aux autres la situation de la République démocratique du Congo. C'était pourquoi? Pour leur dire que les violations de droits de l'homme sont là, constatées. Vous avez une agression qui est clairement établie parce que nous en avons apporté les éléments de preuve. Mais pourquoi vous, droits de l'homme, vous ne faites rien? Pourquoi vous ne sanctionnez pas? C'est ça en fait l'objet. C'est-à-dire qu'il est en train de relever la complicité. Parce qu'en politique tant nationale qu'internationale, la voix qu'il faut avoir avec soi pour être fort, c'est celle de l'opinion. On a besoin de l'opinion internationale. Quand je dis opinion internationale, je ne vois pas les politiques, les dirigeants du monde, je vois maintenant les populations du monde. Vous savez, aujourd'hui par exemple, vous avez à UK par exemple, vous avez par moment de personnes inconnues de nous tous, blancs comme la neige, qui vous posent des pancartes pour dire Rwanda killing. On vous dit 20 millions de morts, trop c'est trop. Pourquoi? Parce que la voix de l'opinion congolaise ou la voix du politique congolais est entendue. Et la conséquence c'est quoi? L'homme blanc ou les dirigeants blancs, ou les dirigeants du monde, si vous voulez bien, ont peur, non pas des dirigeants du monde, c'est-à-dire qu'on peut changer Tshisekedi comme bon leur semble, ok, comme on l'a fait avec Mouzé. On peut arriver à un moment donné, on fait pression à Kabila comme on l'a fait, s'il n'a pas la population avec, il peut partir aussi facilement. Mais lorsque vous avez l'opinion internationale, ou occidentale si vous voulez bien, elle est celle qui n'aime pas ces genres de choses. À un moment donné, quand ils vont tous se retrouver dans la rue, ce pourquoi ils ont élu, qui seront appelés à justifier leur comportement en République démocratique du Congo, comment dire, ils vont devoir rendre des comptes, ils seront obligés d'échanger leur façon de faire ou la façon de voir les choses. Voilà pourquoi nous sommes dans cette logique-là. Maître Richard, vous dites que le président a rappelé pendant le Conseil de sécurité des droits de l'homme, c'était une façon pour lui de dire, de demander à ce que le droit de l'homme puisse sanctionner en fait. Disons que c'est une... Pourquoi est-ce qu'il ne sanctionne pas au regard de violences qui se passent dans la partie est de la République démocratique du Congo? Alors moi, ma question est celle de savoir pourquoi est-ce que les chefs d'État, membres de l'EAC, organisme dans lequel le Rwanda est membre, ne sanctionnent-ils pas le Rwanda avant de parler de droits de l'homme qui ne sanctionnent pas au regard de tout ce qui se passe? D'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas d'abord avant d'aller aux sanctions. Pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas directement, ouvertement le Rwanda? Voilà. Vous savez, nous sommes dans un processus de paix. C'est-à-dire que, vous savez, chez nous, on dit, lorsque toutes les voies de recours internes ont échoué, on choisit les voies de recours externes. Même dans la procédure judiciaire, c'est comme ça qu'on fait. D'ailleurs, vous savez, il y a beaucoup de procédures à l'intérieur qu'il faut éventuellement poursuivre, ainsi de suite, tout ça. On donne encore une chance, je pense, à mon avis, je ne dis pas que c'est la position du gouvernement, on donne encore une chance à la structure EAC, de faire ses preuves. Nous venons d'arriver. Vous savez, on nous a toujours dit que nous sommes allés abusivement sans réfléchir, ainsi de suite, tout ça, que nos ennemis font partie de l'EAC, et ainsi de suite, tout ça. Je me suis toujours posé la question de savoir, est-ce que vos ennemis, il faudrait les traiter, les observer ou entretenir des relations éloignées avec eux, ou il faut les avoir à côté? Il y a un adage qui dit, il faut être proche de ses ennemis et moins de ses amis. C'est-à-dire que lorsque nous sommes dans cette structure, nous donnons encore une chance à cette structure-là de trouver des solutions diplomatiques à la crise à l'est de la République. Non, pendant que le Congolais meurt, on continue à donner des chances. Et pendant qu'il y a autant de ratés? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Le vœu n'est pas de voir le Congolais mourir. Mais face à la guerre, qu'est-ce qu'on fait? Face à la guerre, les gens meurent. Oui, les gens meurent, c'est comme prenons l'exemple de l'Ukraine et la Russie, ils continuent la guerre, mais les négociations ne s'arrêtent pas. Mais est-ce que nous avons cessé de nous battre? Et il y a des sanctions contre la Russie.
Et oui, en fait, le plus grand problème, c'est celui-là. Ok? Ne soyez pas très émotif. Il faut être froid lorsqu'il s'agit de gérer les affaires de l'État ou parler des affaires de l'État. Ok? Nous, personne n'encourage les morts. Les morts nous font mal. Vous savez, le Congolais, on peut se retrouver dans un bistrot ici, dans un restaurant, lorsque vous prenez une bière, lorsqu'on vous dit tel a été nommé, les gens peuvent ne pas en parler. Mais lorsqu'on dit une partie du territoire congolais est mise en mal ou qui est occupée par le Rwanda, ou qu'on vous dit que 50 personnes sont mortes à l'est de la République, même celui qui est dans le bistrot ou au restaurant, il réagit. Vous savez pourquoi? Parce que le sang des Congolais qui coule, les sangs des Congolais sans aucune raison valable, fait mal. Nous sommes Congolais et nous sommes meurtris par ce qui se passe à l'est de la République. J'ai toujours aimé cet aspect d'unité qui s'exprime à travers les Congolais, soit dans les réseaux sociaux, soit à travers les actions citoyennes, j'allais dire, dans les rues. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faille en donner une connotation de mort en défaveur plutôt de la paix. Mais je pense par contre que nous sommes sur terrain et que nous battons aussi. Mais cependant, la question que vous posiez tout à l'heure pour savoir qu'est-ce que nous devrions faire? Les sanctions. Oui, les sanctions. Pourquoi les sanctions? C'était ça. Pourquoi les sanctions ne viennent pas? Il y a une certaine complicité. Lorsque vous évoquez le parallélisme avec l'Ukraine, ok, oui. Pendant que l'on veut, on négocie même pas, on n'envoie même pas l'Ukraine aller négocier. Hein. On dit, écoute, on donne des armes, on sanctionne la Russie. Pourquoi on ne le fait pas? La guerre à l'Ukraine, elle est jeune de quelques mois. Oui. Quelques mois seulement. Oui. Mais la nôtre, une vingtaine d'années. Vous allez me dire que les gens sont indifférents ou que les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique et autres n'étaient pas au courant de la situation à l'est de la République. Et pourtant, ils ont des services de renseignement outillés et des services de renseignement expérimentés pour éventuellement accéder à toutes les informations, pour démontrer la suffisance. Il y a des rapports. Il y a des rapports qui existent, mais pourquoi on n'en fait pas preuve? Puisqu'à un moment donné, le Congo n'en a pas utilisé. Nous étions complètement absents dans les structures organisationnelles dans le monde. C'est-à-dire qu'à l'ONU, nous n'étions pas encore. Par moment, vous avez, là où le Congolais doit être, c'est un Rwandais, Tutsi, avec le passeport congolais, se faisant passer pour... il ne pouvait pas prêcher pour la chapelle de la République démocratique du Congo. Allez-y comprendre que ce sont les éléments qui faisaient que notre voix ne soit pas entendue. Maintenant, il faille pour nous redorer un peu l'image de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que les ambassades qui souffraient d'un paiement de loyer par moment, nous avons réglé ces questions-là, où les personnels étaient maltraités, c'est-à-dire qu'ils ne réunissaient pas les conditions pour défendre la cause de la République. Aujourd'hui, ce sont des questions qui sont réglées. Certes, vrai qu'il y a des faiblesses, parce que lorsque je constate ce qui se passe en Tunisie, par exemple, avec les étudiants, et que l'ambassadeur tient un discours nauséabond qui est en contradiction avec ce qui se passe réellement, heureusement qu'un étudiant est revenu là-dessus, c'est qu'il démontre qu'il y a encore des faiblesses qu'il faudrait améliorer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y fallu vendre l'image de la République, faire rayonner la République démocratique du Congo avec la situation dans laquelle nous nous retrouvons. C'est-à-dire, d'ailleurs, quand on dit 1000 voyages, 2000 voyages de président Tshisekedi, c'est justifié aujourd'hui parce que nous avons, au nom de la diplomatie agissante, le Burundi qui devait occuper le siège, concurrencer le siège de Nations Unies, plutôt du Conseil de sécurité non permanent du Conseil de sécurité, concurremment avec la République démocratique du Congo, s'est retiré. Il dit la République démocratique du Congo a des problèmes sécuritaires à faire valoir. Voilà pourquoi je cède. C'est au nom de l'intérêt de la République, c'est au nom de la diplomatie agissante. Nous sommes présents, nous faisons 1000 voyages, 2000 voyages, 30 000 voyages, ce n'est pas en vain, c'est pour accéder à des choses. Les sanctions doivent venir. Pour que ces sanctions-là arrivent, mais il ne faut pas laisser la tâche à seul Tshisekedi. Il faut que la population s'implique. Pour que la population s'implique davantage, c'est vous, principalement vous. Quand je dis vous, je fais allusion aux journalistes, aux médias. C'est vous qui façonnez, qui modelez l'opinion. C'est-à-dire que s'il faut aller dans un sens où Tshisekedi, il est dans des voyages, il est dans des... ainsi de suite, tout ça. Là, ce n'est pas le journaliste, là, ce sont le politique qui les dit. Non, ne vous en faites pas. Nous, raison pour laquelle nous vous invitons pour en parler d'ailleurs. Vous savez pourquoi vous nous invitez? Parce que nous avons une opinion. Vous avez dit une chose ici. Vous avez dit une chose ici. Avant que je n'arrive, c'est-à-dire que vous ne me laissez pas la latitude de pouvoir vous mentir. Pourquoi? Parce que vous êtes renseigné auprès de la société civile et la société civile vous a donné une information.
Vous voyez ça? Oui. Mais lorsque vous venez, vous vous laissez entraîner par nos opinions à nous politiques, lorsque je vous dis il a fait 1000 voyages, c'est comme si on trouvait du plaisir à prendre des avions au lieu de rester à un endroit, s'occuper de sa famille. Il a une famille, il a une république, ainsi de suite, tout ça à gérer, ok? C'est comme si on trouvait du plaisir à ne faire que ces voyages-là, comme si Tshisekedi était un touriste. Donc allez-y comprendre que nous désorientons la population, l'opinion de l'essentiel. Mais lorsque vous dites tel quel, par exemple, vous dites nous avons contacté la société civile. Malheureusement ou heureusement, vous avez tué les noms. Ok? Cette société civile ne nous a pas donné l'information allant dans le sens du retrait du M23. Ok? Ce qui démontre qu'il y a un travail sérieux qui avait été fait et que vous êtes préoccupé. Mais lorsque vous vous laissez entraîner, ça devient dangereux. Vous voyez ça? Les sanctions doivent arriver lorsque vous faites une opinion. C'est-à-dire, vous dites à l'opinion, voilà ce qui en est réellement. Rien n'est fait. Je suis d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sortir dans la rue. Je vous prends un cas pratique. J'aime bien revenir sur ces cas. Le président Bati Lukwebo, il trouve une situation dans la rue, c'est-à-dire que la population dit non à la MONUSCO. Ok? Lorsque le président il dit vous avez raison, lorsque l'on constate que la MONUSCO ne fait rien, plusieurs années en République démocratique du Congo, soit par inadvertance, il en fait un problème institutionnel. Nous, membres des Nations Unies, nous ne pouvons pas combattre ce que nous sommes. Mais la population souveraine, étant au-dessus de tout le monde, peut aller dans la rue. Ok? Maintenant, l'ONU vient et dit, ah non, c'est un chef de corps, c'est un membre d'une grande institution, la deuxième de la République. Lorsqu'il prend position, là, vous mettez la République en mauvaise posture. Et à ces moments-là, la République peut retarder. Mais par contre, lorsque la population est dans la rue, ok? On sait que c'est la société civile, ok? On dit, écoute, c'est la population. À ce moment-là, nous, les animateurs des institutions, nous disons, écoutez, nous n'avons pas d'excuses, puisque c'est la population, les souverains primaires, de la même manière que vous respectez les souverains primaires de chez vous, nous faisons aussi la même chose. Et surtout, un argument de détail pour dire, lorsque la population est dans la rue, tu sais ce qu'il dit, ce sont ces gens qui vont voter. Je ne veux pas, moi, compromettre mes voix, ok? Pour faire plaisir à X, Y, Z, ok? Ou pour ne pas répondre à une exigence de la population, parce que la population veut la paix et la sécurité. Et donc, je dirais tout simplement que la part de la population est aussi attendue. Quand je dis la part de la population, y compris vous, qui êtes chevalier quatrième pouvoir, qui influencez, qui modelez même, moi je dirais même modelez, l'orientation du profil de l'opinion. Alors, maître, j'ai une question qui me vient en tête. Mais dans la, vous en avez toujours, allez-y. Récemment, Tshisekedi a passé le bâton de commandement de la communauté économique d'État d'Afrique centrale au président Ali Bongo, le Gabonais. Et du coup, cette organisation se décide de pouvoir collecter des fonds pour soutenir le victime de la guerre de l'Est. Et dans cette organisation, on retrouve bien le Rwanda. Et le Rwanda va également contribuer pour soutenir nos frères qui meurent à l'Est, nos sœurs qui meurent à l'Est. Est-ce pas une insulte? Non, ce n'est pas une insulte. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une organisation dans laquelle nous payons aussi nos cotisations. Lorsque nous sommes allés à ils en profitent aussi. Mais c'est le même Rwanda qui tue nos Congolais, qui tue nos frères. Est-ce que vous savez que la République démocratique du Congo paye aussi les militaires rwandais qui sont en République centrafricaine, au nom de l'ONU? Est-ce que ça, vous le savez? Non. Cet exemple, je pense que ça ne tient pas debout. Non, ça tient. Je pense que ça ne tient pas debout. Parce que nous savons bien que c'est le Rwanda qui nous tue, le Rwanda qui nous agresse. Mais ce même Rwanda vient nous donner de moyens pour soutenir nos frères qui meurent. Je comprends. Vous pensez que c'est logique, maître? C'est logique. Je comprends votre souci. Votre souci, c'est là, en fait, excusez-moi de le dire comme ça peut paraître brutal. C'est la confusion que vous entretenez entre régime et l'État rwandais. Les régimes peuvent changer. Ok, mais l'État, la nation rwandaise restera. Oui. Parce que nous avons des accords avec le Rwanda, c'est-à-dire que le Rwanda est membre des Nations Unies, je l'ai dit tout à l'heure, la mission onusienne en République centrafricaine reçoit aussi la contribution de la République démocratique du Congo. Ok, c'est-à-dire que quand les autres pays contribuent là, nous aussi nous contribuons. C'est ainsi que nous payons les militaires rwandais qui sont en République centrafricaine. Ok, la chose la plus importante aujourd'hui, à ce jour, moi, je pense que c'est faire entendre notre voix. Lorsque la communauté des États d'Afrique, la communauté économique des États d'Afrique centrale s'est réunie, ok, et
comment dire, compatit à la situation de la RD Congo, l'aspect positif, c'est que notre voix est entendue. Ok? C'est-à-dire que quand le Rwanda contribue, il s'accuse aussi. Donc il accepte qu'il y a instabilité à l'est de la République, dont lui-même est acteur principal. Vous voyez ça? C'est-à-dire que moi je pense que c'est un piège qui est tendu au Rwanda et que le Rwanda n'a pas compris. En posant un acte pour soutenir la République démocratique du Congo, il serait en train de s'accuser. Nous avons des éléments de preuve qui étayent la présence des militaires rwandais sur le sol de la République démocratique du Congo et de sa complicité. Vous avez dit, le régime rwandais partira, mais l'État reste. La première réunion de l'EAC, le chef d'État se sont décidé d'envoyer la force régionale. Vous nous avez appris, vous de l'Union sacrée, que Tshisekedi avait refusé que l'armée rwandaise, que la force rwandaise puisse être parmi cette force qui devrait soutenir le FRDC. Mais de même, rectificatif. Vous êtes d'accord? Vous pensez que c'est normal que ce même Rwanda puisse contribuer? Rectificatif. D'ailleurs, il faut se le dire que le Rwanda contribue à la à l'UAC. Déjà, rectificatif, je disais, Tshisekedi n'a jamais refusé à ce que l'armée rwandaise se trouve sur le sol de la République démocratique du Congo. C'est ce que l'Union sacrée nous a appris. Laissez-moi y aller. Laissez-moi vous informer ce que Tshisekedi. Laissez-moi vous informer. Ils nous ont dit que Tshisekedi était catégorique. Ils vous ont mal informé. Ils vous ont très mal informé. Tshisekedi a dit ceci. Quand on dit armée, c'est toute la structure. C'est-à-dire que vous avez la force aérienne, navale, terrestre et ainsi de suite. Et les commandements des armées sur le sol de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a exigé et obtenu que le troupe opérationnel de l'armée rwandaise ne soit pas sur le sol de la République démocratique du Congo. Nuance. L'EAC est constitué d'un état-major général des forces armées des pays membres de l'EAC. Et cet état-major général, elle est permanente. Elle n'est pas constituée de troupes opérationnelles. Ok? Cet état-major général n'est pas concerné par les troupes opérationnelles de l'EAC sur le sol de la République démocratique du Congo. Cet état-major est là permanente, de la même manière que nous les avons au sein de la CIRGL. Vous ne me direz pas le contraire. D'ailleurs, au sein même de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, il y a aussi un état-major général. Les Rwandais sont là parce qu'ils sont aussi membres de cette structure-là. Okay? Alors, les troupes opérationnelles, nous avons exigé, le président Tshisekedi a exigé et obtenu, et les troupes opérationnelles ne sont pas là. Nous avons les Kenyans qui est déjà présent sur le sol de la République démocratique du Congo. Vous avez aussi l'Ouganda et le Burundi. Ok? Ce qui démontre à suffisance que sur les 7, le Rwanda n'est pas là. Non, mais maître, on a appris le communiqué justement de l'armée. Donc vous n'avez pas, excusez-moi, qui demandait justement aux officiers rwandais de pouvoir quitter. Vous ne me suivez pas. La nuance que j'ai donnée tout à l'heure ici, vous ne l'avez pas comprise. Allez-y. J'ai dit ceci, qu'il faut faire un distinguo entre les troupes opérationnelles, les militaires qui combattent très bien, et l'état-major général qui est permanent. Dans cet état-major général, il n'y a que 3 représentants des États membres, dont 3 qui ont été expulsés par la République démocratique du Congo. Et ces états-majors généraux n'ont pas les statuts, ces 3 représentants n'ont pas les statuts de troupes combattantes, ils ont un statut diplomatique, les 3 généraux qui ont été expulsés. Ok? Ça n'a rien à voir avec les troupes combattantes. Je ne sais pas si je me fais comprendre à ce niveau-là. Ok? Lorsqu'on les expulse, c'était pour créer un incident diplomatique. La question, c'est de savoir quel a été l'intérêt de cet incident diplomatique. Que nous nous retrouvions encore au sein de cette table, à cette réunion de présidents de l'EAC pour leur dire, eh bien, ils ne respectent pas. Parce qu'en principe, après avoir manqué, après avoir connu le premier raté, ils devaient convoquer cette réunion-là. Ils ne l'ont pas convoqué. Dans notre stratégie politique, nous avons créé un incident pour qu'on se retrouve. Nous en avons parlé. C'est-à-dire que, je vous ai dit tout à l'heure, que nous faisons remarquer au monde entier que ce n'est pas nous qui violons les règles, ce sont eux. Mais lorsque nous commencerons à faire la guerre jusqu'à Kigali, lorsque Tshisekedi dit qu'il faut changer les régimes, moi je pense qu'il faut même abattre Kagame physiquement
Pourquoi? Parce que le problème, c'est Kagame. Abattre Kagame et faire arrêter tous ceux qui déstabilisent la paix à l'est de la République démocratique du Congo et par conséquence dans la sous-région du Grand Lac. Alors, Maître Richard Pinda, les mots d'ordre de chef d'État membre de l'EAC, tout comme de l'Union africaine, pas respectés jusqu'à ce jour sur la question de l'Est. Est-ce que Kagame ne continue-t-il pas à défier la région? Non seulement qu'il continue à défier la région, mais il défie le monde entier. Parce qu'il dit, mais je n'en ai que faire. Vous savez, la question aussi qui devrait être, pourquoi il a cette arrogance qui a d'ailleurs diminué à un moment donné, il n'est plus régulier dans les médias comme avant, mais pourquoi il continue à se comporter de la sorte? J'entends dire, lorsqu'il est sorti, il est allé se plaindre auprès du secrétaire général des Nations Unies, qu'il a un soutien. Vous voyez, donc ça dit qu'il a un soutien. Rappelez-vous encore que le président, plutôt le secrétaire général des Nations Unies, avait fait une sortie médiatique pour dire que les armées du monde, toutes les armées du monde réunies, n'étaient pas suffisamment organisées pour faire face au M23. Allez-y comprendre que à ce niveau-là, il y a un certain niveau de complicité, qui amènerait à dire que donc nous sommes dans une situation de complicité qui requiert à ce que nous puissions être vigilants, et principalement la population congolaise. Rappelez-vous de ce que le président Tshisekedi a dit, que nous devrions être mobilisés. Nous ne devons pas être mobilisés pour plaire au président Tshisekedi, nous devons être mobilisés parce que nous devons arriver à comprendre ce qui se passe à l'est de la République. Que nous sommes instables, pourquoi? Parce que certains pays de l'Occident, certains pays membres influents des Nations Unies, font en sorte que le Rwanda s'entête et qui continue à les défier. Vous savez, Balobarababi Atabouana Libala, ce qu'on a la moisi, tout mobile et la makamabe, au supporter à un moment donné, au relâcher. Même à Tabatou, nous sommes trouvez quand même une solution. Si vous ne trouvez pas, à un moment donné, ceux qui ont le pouvoir de s'imposer, vont le faire. Ok, alors avant de passer à notre seconde thématique, le refus de rebelle M23 à se retirer peut faire l'objet... Rectificatif, madame, du mouvement terroriste M23 allié au FDLR. Mouvement M23, mouvement rebelle M23, mouvement terroriste. Très bien, alors peut faire l'objet, dirais-je, d'une alerte auprès du président français qui est attendu ce 4 mars ici à Kinshasa, la capitale congolaise. Je n'attends rien de Macron. Je n'attends plutôt, j'allais dire, rien de cet hypocrite de Macron. Je n'attends rien de ces mesquins. Il a donné le ton sur la question de l'Est lors de la conférence aux Champs-Élysées à Paris face aux professionnels. Non, il a fait ce qu'on appelle... comment on appelle ça déjà? Un terme approprié qu'on utilise pour ça. Il a fait ce qu'on appelle... Il y a un terme qu'on utilise pour dire... il veut séduire l'opinion. Il sait que le Congolais est allergique aujourd'hui au système politique de la France. Son discours était faux, vous insinuez? Il est faux. Je vous le dirai d'emblée qu'il est faux. Pourquoi je le dis? Il dit quelque part que la situation au Rwanda n'est pas, plutôt la situation à l'est de la RDC n'est pas différente à celle de l'Ukraine. Ils ont donné des armes à l'Ukraine. Pourquoi ils n'en ont pas donné en République démocratique du Congo? Mais par contre, la France a été la première à imposer l'embargo sur la République démocratique du Congo. Controverse. Le président Macron encourage le Rwanda. Allez-y comprendre, lorsqu'on a saisi la cargaison militaire de la République démocratique du Congo, c'était à l'initiative du Rwanda, plutôt de la France. Et la France avait examiné les armes que nous avions achetées en Turquie, les drones qu'on avait, et curieusement, pendant la même période, la France, par son directeur des services de renseignement, est allée renseigner le Rwanda. Et ils y ont amené même des anti-drones. Vous voyez? Donc je dirais c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Vous savez, l'Occident ne nous aime pas. L'Occident ne veut pas nous voir nous organiser. Et lorsque nous-mêmes, nous sommes distraits, eh bien, ils en profitent pour éventuellement continuer à entretenir les désordres qu'il y a. La France
n'est pas un ami au sens du mot. La France est amie à ses intérêts. Je suis de ceux qui pensent qu'il faille à ce que l'on puisse refuser que la population soit dans la rue pour y ait Macron ou lui jeter même des tomates pourries. Ou alors, s'il n'y a pas de tomates pourries, nous pouvons laisser nos œufs pourrir pour les lui jeter. Pourquoi? Pour qu'on lui dise que la politique française en Afrique, ça ne tient plus. Vous savez, aujourd'hui, la France a perdu le Mali, le Burkina Faso, et beaucoup d'autres pays continuent à perdre comme ça. Okay? Pourquoi? C'est à cause de cette mauvaise politique qui sert les intérêts de la France, des Français, au détriment des intérêts de Congolais. Qui entretiennent les guerres, les différentes instabilités des pays d'Afrique? Mais c'est la France. Les systèmes politiques, nous ne disons pas que nous faisons un politique anti-français parce que nous autres avons de Français mariés dans notre famille. Nous les acceptons, les populations, de la même manière que je tiens les mêmes discours avec le Rwanda. Vous voyez? Mais nous refusons la mauvaise politique rwandaise, et plutôt française. Et donc, nous devrions dire non, nous devrions nous opposer à la présence, même étant de l'Union sacrée, vous allez vous le dire ainsi, même étant de l'UDPS. Mais heureusement pour nous, à l'UDPS, nous avons ce qu'on appelle la liberté d'opinion, la liberté des pensées, et ainsi de suite. Alors, maître, c'est vrai, vous vous opposez justement à l'arrivée de Macron, mais ce même Macron qui soutient le processus de paix, que vous dites ici que sur ce plateau que ce sont de ratés qui certainement pourront faire en sorte qu'on puisse également négocier davantage. Je n'ai pas dit que c'était des ratés. J'ai dit qu'il y a des ratés. C'est-à-dire que nous en avons connu, nous en sommes à notre troisième. Oui. On devrait exécuter, ça n'a pas été Macron exécuté. Soutient ses vous savez, avec les journalistes, il faut faire très attention. Il faut vous faire dire ce que vous n'avez pas dit. Macron soutient ses ratés. L'EAC. Macron soutient. J'en viens. Est-ce que vous allez justement à l'encontre de ce que peut-être pensent d'autres, c'est de l'Union sacrée qui sont favorables justement à l'apport de l'EAC. Macron soutient l'EAC et vous voulez même pas de la présence de Macron en RDC. Ne faisons pas d'amalgame. Lors de notre dernière émission avec vous sur ce plateau ici où nous étions qu'à deux, madame n'était pas là. Je pense que vous êtes rétabli maintenant. Oui. Je vous ai dit que j'étais d'accord avec l'EAC. Pourquoi? Parce que le comportement des populations faisait à ce que les choses aillent ainsi. Ok? Vous revenez vers Macron dit qu'il soutient les résolutions ou les discussions de Nairobi et du Rwanda et de Luanda. Vous ne me dites pas, parce que Macron l'a dit aussi, que la situation à l'est de la RD Congo n'est pas différente de celle du Rwanda. Macron a donné combien de millions d'euros ou a influencé l'Union européenne, a donné combien de millions d'euros à la Russie pendant que la Russie agresse l'Ukraine? Zéro. Ils ont même sanctionné. Ok? Pendant ce même temps, Macron, au nom de l'Union européenne, a influencé qu'on donne 20 millions d'euros au Rwanda. Et donc, je ne peux pas, moi, accepter Macron. Je ne veux même pas entendre parler de Macron, mais je respecte la diplomatie du président Tshisekedi. Ok? Ce n'est pas pour dire que je suis en contradiction avec le président Tshisekedi. Je soutiens les efforts qu'il fournit, mais entre-temps, j'ai dit non à Macron. Pourquoi? Parce que les systèmes politiques du Rwanda est nauséabonde, et plutôt de la France, est nauséabonde pour l'intérêt de la République démocratique du Congo. Donc je suis clair sur ce point-là. Vous voyez ça? Macron, pendant que nous faisons la guerre au Rwanda, il nous dit allez négocier. Mais oui, s'ils soutiennent les négociations des États-Unis avec, plutôt de la Russie avec l'Ukraine, mais entre-temps, ils donnent des armes en Ukraine pour qu'ils aillent se battre. Mais combien d'armes on nous donne à nous? Aucune arme. Quel est le don d'armes que nous avons reçu de la France depuis que cette guerre a commencé? Lorsqu'il vous dit, nous sommes au nom de la coopération militaire, nous venons pour telle chose, c'est tout simplement pour savoir qu'est-ce que vous avez comme armes qui peuvent vous permettre de vous défendre, parce qu'ils veulent avoir un regard sur ça, et ils donnent ces mêmes informations à d'autres États qui nous combattent. Alors, maître Macron sera bel et bien à Kinshasa. Vous en face de lui. S'il vous plaît. Vous en face de lui. S'il vous plaît. Veuillez rectifier, s'il vous plaît. Dites Macron l'hypocrite.
quand il sera à Kinshasa. Non. C'est à vous de les dire, et non moi. Oui. Vous, en face de Macron. Quand je serai en face de Macron, si jamais j'avais l'occasion d'être en face de l'hypocrite de Macron, je ferai ceci. Ah oui, c'est ce que je ferai. Votre message. Exact. Et qu'est-ce que vous pensez du message de Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi doit hausser le ton face au président Macron que vous traitez ici d'hypocrite? Vous savez, la diplomatie, c'est l'hypocrisie. Tshisekedi fera la même chose que les autres, c'est-à-dire qu'il descendra où il enverra un premier ministre à l'aéroport, il va l'accueillir, il fera des accolades, il dira un pays ami comme on en a l'habitude, d'ailleurs il nous accompagne, d'ailleurs, il fera ce que fait la diplomatie, c'est-à-dire être aussi un hypocrite, c'est que tout à fait normal parce que les relations internationales sont des relations d'hypocrisie, ok? Mais entre-temps, nous devrions faire pression. Raison pour laquelle j'ai dit, le président Tshisekedi l'a su, il nous a avertis pour dire que nous devrions rester mobilisés. Parce que là où lui sera limité compte tenu des règles diplomatiques, nous, population, nous devons le pousser pour qu'il dise « Ah, tout changer donne ». Très bien. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en train de suivre CML chez vous, une émission interactive. Pour interagir, le numéro est déjà affiché au bas de vos écrans. Envoyez-nous des SMS qui seront lus en direct. Alors, nous avons reçu pour vous Maître Richard Pinda. C'est avec lui que nous analysons la question de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Nous allons passer à notre seconde thématique. Vous savez, au cours de son discours à la tribune du Conseil de sécurité des droits de l'homme, le président Félix Antoine Tshisekedi redoute un processus électoral hypothéqué suite à la guerre dans l'est de la RDC qui persiste encore. Alors, et puisque le M23, le terroriste M23 refuse carrément de se retirer de zones occupées, qu'est-ce qui va cette fois-ci se passer? Est-ce que les Congolais devront s'attendre à un report des élections ou de stratégies nouvelles seront mises en place pour carrément éradiquer cette guerre qui bat son plein dans l'est de la République? Maître, je reviens à vous. Madame, je vous regardais avec un regard admiratif. Pourquoi? J'ai aimé votre fair play et son mea culpa. Elle ne tâtonne plus, hein? C'est-à-dire qu'elle a cessé de dire mouvement rebelle pour un mouvement terroriste. C'est ce que nous devrions dire en principe. Mais j'aimerais qu'on mette le point sur les i. Le président Tshisekedi n'a pas dit qu'il n'a pas redouté du processus électoral. Je vous dis au nom du président Tshisekedi, parce que personne ne me contredirait que je parle au nom de l'Union sacrée. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères est revenu là-dessus, où il a dit que la pensée de non organiser les élections en 2023 ne nous frôle même pas l'esprit. Non, et nous ne disons toujours pas. Sans des discours politiques, on a connu cela. Alors, Kabila même. Je suis d'accord avec oui, vous. Lorsque ils ont des discours politiques. Je suis d'accord avec vous. Lorsque ce ne sont pas des paroles de que c'est vrai. Allez-y. Lorsque vous dites cela, vous dites que c'est un discours politique, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous à 200 000%. Mais je suis, moi, super étonné. Lorsque Tshisekedi tient un discours politique au sommet de l'Union africaine, plutôt du Conseil de sécurité et des droits de l'homme, vous y tenez, vous y croyez. Mais c'est aussi une façon de faire pression à l'Occident, faire pression aux organisations de droits de l'homme pour dire, mais le droit de l'homme est voté aussi, et plutôt sont violés aussi par le Rwanda et par le mouvement terroriste allié au FDLR, plutôt au RDF, Rwanda Defended Force, donc aux forces de défense rwandaises, ok, RDF. Bon, vous avez compris. Alors, je disais que c'est de la même manière qu'il leur dit, attention, si l'instabilité continue, vous qui prônez les droits de l'homme, vous qui vulgarisez les trois générations de droits de l'homme, entre autres le droit politique, nous risquerons de priver à la population occupée à Bunagana, à Kiwanja et consorts, de leurs droits au vote. Mais vous devriez sanctionner le Rwanda pour que le Rwanda effreine ses élans. Ok? C'est ça le message en fait. Il ne veut pas dire. Disons. Vous savez,
j'ai de l'admiration pour ce que vous faites, et je pense que vous auriez déjà compris ces messages-là. Parce qu'il est dit, c'est le droit de l'homme qui est en train d'être violé. C'est le droit de l'homme qui est en train d'être négligé. Pourquoi vous ne sanctionnez pas le Rwanda? Parce que vous tenez. Vous savez, quand on parle de droit de l'homme, on tient beaucoup plus. L'Occident tient aux élections. Parce que pour l'Occident, ce n'est pas les développements qui doivent primer, mais c'est plutôt le respect du processus électoral. Ok? C'est-à-dire que le respect des élections, parce que le processus électoral, c'est ce qui tient la démocratie. Vous voyez ça? D'où il faille pour eux de sanctionner pour que ceux qui créent l'instabilité, ceux qui entretiennent l'instabilité. Est-ce que vous savez que nous sommes arrivés, ou le Rwanda est arrivé au point de constater que Tshisekedi est devenu gênant. Partout où il va, le Rwanda nous agresse à travers le M23. Le Rwanda nous agresse à travers les terroristes M23. Est-ce que vous pouvez imaginer ce que ça fait dans le salon international? On dit, écoute, lui aussi parle trop. Lorsqu'il parle trop, il prend une porte-voix, comme le pape par exemple. Il prend une porte-voix comme l'Ouganda, le Burundi plutôt, parce que il a dit. Nous avons cédé à la République démocratique du Congo parce que la République démocratique du Congo a plus de problèmes sécuritaires. Ce qui démontre à suffisance que notre voix est en train d'être entendue. Je vous informe déjà, si vous ne le savez pas, dans le mois qui vient, il y a des sanctions qui vont tomber contre le Rwanda. Mais ça ne sera pas suffisant. Il faut encore davantage. Il faut encore davantage. C'est-à-dire qu'au sein de l'EIAC, par exemple, il faut ôter ou interdire au Rwanda de prendre parole. Il faut prendre d'autres sanctions. Pourquoi nous sommes à l'EIAC? C'est pour voir, indexer et exiger de nos pairs des sanctions vis-à-vis du Rwanda. Pourquoi nous sommes à l'EIAC? C'est aussi pour avoir nos ennemis à l'œil au lieu de les traiter avec eux à distance. Alors, l'opposition parle d'un faux fuyant pour justement justifier un glissement après 2023. Madame, je vais vous dire une chose. Déjà, nous partons du principe que le glissement est constitutionnel. À ces jours, je ne l'ai pas inventé. On va faire un exercice. La population qui a voté cette constitution au référendum l'a acceptée, ok, fait d'elle, à part entière, exécutoire. Ok? Et dans cette constitution, on a prévu la compétence de la Cour constitutionnelle, donc celle qui tend à interpréter les dispositions ambiguës. Lorsque la Cour constitutionnelle a été saisie pour interpréter l'article 70, elle a dit que le président de la République restait en place jusqu'en... Et on n'a même pas dit quand. Et donc il peut rester 10 ans, 20 ans en place. Ce n'est pas le vœu de l'UDPS. Cet article a en tout cas fait fâcher l'UDPS, surtout lorsque Joseph Kabila était encore au pouvoir. Tout à fait. De la même manière que cette constitution, nous avons dit non à cette constitution ici. Mais cet article devient favorable et surtout agréable lorsque l'UDPS est au pouvoir. Vous ne me suivez pas. Allez-y. Vous êtes dans la logique de la polémique. Non. Et je n'y suis pas. Non. Vous êtes dans cette logique-là. Et pourtant, je suis en train de vous ressortir quelque chose. Vous ne prenez qu'une disposition, qu'un article. Mais moi, je vous prends la Constitution dans sa globalité. Nous, l'UDPS, nous avons dit non à cette Constitution. Très bien. Nous, UDPS, nous avons dit... Aujourd'hui au pouvoir, non à la Constitution. Aujourd'hui au pouvoir, vous n'avez pas pu changer quelque chose. Non. Vous ne réalisez toujours pas ce que je suis en train de dire. La loi est opposable à tous. La Constitution, dont la majorité a dit oui, elle est opposable même à l'UDPS qui avait dit non. Entre autres, cet article 70, qui dit que le président de la République reste en place, ok, dont l'interprétation a été portée par les régimes antérieurs, ok, qui a donné cette interprétation. Par la Cour constitutionnelle, bien sûr. Ok? Et à ces jours, nous, lorsque nous disons respecter la Constitution, c'est aussi respecter le président de la République qui reste jusqu'en place quand. Je vous dis, cette réalité-là, elle est là, elle existe. Ok? Ce n'est pas par la volonté de l'UDPS, mais c'est par la volonté de la République et des constitutions de la République. Mais la question de l'Est ne pourrait pas être je ne suis pas pour... Je ne suis pas... Je vous ai dit, ce que vous ne me suivez pas.
Lorsque je vous dis qu'à l'est de la République, les Congolais qui sont à l'est de la République ne doivent pas être privés de leur droit au vote. Mais c'est même Congolais en 2018 qui n'ont pas voté. Hein. Et aussi, excusez-moi, je vais vous dire une chose. Mais oui, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Voilà ce que je voudrais dire ici. Je voudrais dire que, moi j'ai dit, je suis de ceux qui pensent que aussi longtemps que les M23 auraient occupé, continueraient à occuper Bunagana et consorts, ok, je ne veux même pas qu'il y ait un enrôlement. Ça pourrait vous étonner. Pourquoi je l'ai dit? Il y a la résolution de la CENI qui parle d'enrôler les déplacés. Je suis contre cette décision. Non, les déplacés, il n'y a pas de problème, hein, puisqu'on sait les identifier. S'ils sont encore dans un territoire qui est sous contrôle de la RD Congo, on peut encore les enrôler, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais j'ai dit les territoires occupés par les populations. D'ailleurs, si ces territoires-là sont vidés de leur population, ok, pourquoi on irait enrôler là-bas? Alors, je voudrais dire ceci. Lorsque c'est le M23 qui contrôle ces territoires-là, c'est qu'il voudrait dire qu'ils peuvent infiltrer le Rwandais facilement, les Tutsis, pour prétexter à cette population. Et aujourd'hui, lorsque vous donnez la carte d'électeur à un Congolais, c'est-à-dire que vous lui donnez la possibilité de se doter d'une carte d'identité. Et donc, si nous allons dans cette logique-là, nous n'aurons pas réglé le problème d'infiltration. Pourquoi nous leur aurions donné un prétexte d'avoir l'identité congolaise et de nous causer des problèmes plus tard. D'où pour moi, donc, il est souhaitable de ne pas enrôler ces populations-là, d'observer jusqu'à ce que les FARDC et la République puissent recouvrer l'autorité sur ces territoires. Parce que je pense que ce serait dangereux. Ne pas enrôler cette population, c'est vrai, votre crainte est légitime. Merci. Parce qu'on pourrait cette fois-ci avoir des étrangers qui pourraient s'identifier comme des Congolais. C'est-à-dire que nous n'aurons pas résolu le problème de l'infiltration. Oui, très bien. Alors, mais la décision de pouvoir aller aussi aux élections sans cette partie du pays. Non, mais je suis d'accord sur le principe. Merci. Si c'est ce qui avait été déjà fait, excusez-moi s'il vous plaît. J'avais besoin que vous puissiez dire ça. Non, excusez-moi. Je vous ai dit. Très bien. Moi, excusez-moi, laissez-moi y aller. Je suis en train de dire ceci. Oui, je sais, je comprends déjà que les temps. Oh là là, la chaise. Donc la chaise m'est trahie là, apparemment. Oui, donc j'étais en train de. C'est pas possible. Bon, désolé. Voilà. Donc j'étais en train de dire que où nous sommes rendus, ok, lorsque je disais que il faille ne pas enrôler, lorsque je vous ai donné lorsque je vous ai donné l'explication de la disposition de l'article 70 ici, ce n'est pas pour dire que non, nous sommes dans la logique du glissement. Je vous dis que non, cette disposition existe. Nous pouvons y recourir. Y recourir aussi, c'est respecter les lois de la République. Ok? Mais seulement ce que je suis en train de vous dire, c'est quoi? On ne va pas se servir. Vous donnez tort ou raison à l'opposition qui parle de faux fuyants pour justifier le glissement. Non, mais écoutez, nous avons un calendrier. J'aimerais qu'on puisse terminer cette émission tous debout, parce que ça... Oui, puisqu'il a... debout comme ça. Terminons l'émission debout. Non, c'est pour dire aux autres que nous sommes déjà partants. Hein. Très bien. Voilà, nous sommes presque arrivés à la fin. Donc, j'étais en train de dire que l'opposition qui prétexte qu'il est, comment dire, que nous sommes dans la logique du glissement, je suis désolé, mais cette opposition, c'est faux voir. Pourquoi? Parce que nous avons déjà un calendrier. L'on aurait souhaité qu'on nous dise qu'à ce niveau ici, nous ne pouvons pas faire telle chose. Pourquoi? Parce que le calendrier, a été violé. Mais à ce jour, vous ne me direz pas que le calendrier est violé. Déjà, il faut se le dire, le président Tshisekedi n'organise pas les élections. Ce n'est pas dans ses cordes. Le président Tshisekedi, ok, met les fonds au nom du gouvernement à la disposition de la CENI pour l'organisation des élections. Avons-nous entendu Monsieur Denis Kadima, qui aujourd'hui est peut-être l'homme le plus heureux? Pourquoi? Parce qu'il a atteint à quelques pourcentages, 3, 4, 7 pourcentages de ses prévisions. Il a dit qu'il attendait 18 millions d'enrôlés dans l'ère la première heure, et aujourd'hui il en est à près de 18 millions d'enrôlés qui l'attendaient. Donc allez-y comprendre avec le 98%. Ça fait déjà 51,2%. Ça c'est pour toute l'étendue de la République, ce qui démontre à suffisance qu'il est dans sa logique et il y va pour atteindre ces objectifs-là. Ce sont des choses, des éléments probants que le discours d'un président de la République qui fait pression sur ses pairs, entre autres une organisation qui a un moyen coercitif, c'est-à-dire un moyen coercitif qu'il a pour éventuellement interpeller le Rwanda, pour amener le Rwanda à respecter et à observer les règles du droit international. Merci. Eh ben voilà. Merci beaucoup, Monsieur Richard. Merci à vous de nous avoir reçus. 1 minute juste pour conclure.
Alors, on me donne 1 minute pour conclure. Mais on dit, nous les avocats, nous parlons beaucoup et puis que ce serait un peu compliqué pour nous Bon, voilà, nous faisons avec. Tout ce que je pourrais dire par rapport surtout par rapport à la présence de Macron en République démocratique du Congo, j'en appelle à l'opinion nationale et surtout au mouvement citoyen que j'ai vu en passant ici déjà très actif. Oui. Ils ont même inscrit sur le mur de l'ambassade du Rwanda, et plutôt de la France, combien Macron, il est indésirable, il faut qu'on se le dise, qu'il n'est pas désiré en République démocratique du Congo. Eh bien, Macron engageant la responsabilité de la France, c'est-à-dire qu'il engage la responsabilité du système politique de la France qui consiste à péporiser la population. Et donc, je dirais ici que la population doit rester mobilisée comme l'a demandé. Nous avons notre front en nous, nous qui ne prenons pas les armes, hein, c'est-à-dire que nous, la société civile, c'est-à-dire vous, nous, la société politique, nous avons notre façon de faire, ainsi de suite, tout ça. Nous devons nous impliquer davantage et rester dans la rue. Vous devez relayer ces genres de messages pour que la population comprenne qu'il faut se mobiliser contre la présence macronique en République démocratique du Congo et éventuellement soutenir le président de la République pour ce qu'il fait de bien dans l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et dire ce qui fait du mal. Merci et puis, dénoncer pour qu'il améliore, pourquoi pas. Très bien, alors cette émission est terminée. Merci déjà à maître, Richard Pinda d'avoir répondu. Pinda, madame, arrêtez de massacrer mon nom. Non, c'est on est en train de se sauter un tout petit peu. Alors maître Richard Pinda d'avoir... M-P-I-N-D-A. Justement, répondu à nos différentes préoccupations. Voilà, merci à vous de nous avoir reçus. Samuel chez vous a été co-présenté avec Nathan Kianda. Merci Nathan. Merci Tania, merci maître. Merci à vous de nous avoir reçus. Alors merci aux téléspectateurs de Saint Maître Télévision de nous avoir suivis. On se retrouve comme ça le vendredi pour un nouveau numéro avec un nouvel invité aussi avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.